Chers collègues, aujourd'hui on va parler de sujets qui me tiennent à cœur et je l'espère, on va un peu voyager tous ensemble. Ça nous fera du bien après la grisaille qui est revenue, après ces jours ensoleillés tant agréables à Bruxelles. Donc on va parler d'espace, de voyages interplanétaires, de voyages interstellaires, de planètes et d'exoplanètes. Grosso modo, pourquoi l'humain peut s'intéresser à l'espace? Pourquoi il a envie de partir, de voyager dans l'espace? Déjà, il pourrait s'y rendre à des fins de colonisation, parce qu'il pourrait se trouver forcé à quitter notre planète, la planète Terre, pour un grand nombre de raisons, j'imagine que vous pouvez vous les représenter. Puis, il y a également une autre raison qui pousse l'être humain à s'intéresser à l'espace, c'est celle de savoir si on est seul dans l'univers, s'il n'existerait pas une vie extraterrestre sur un astre éloigné dans une autre galaxie ou peut-être dans un autre système stellaire de la Voie lactée. Donc on va commencer par parler déjà du potentiel de colonisation de l'espace. Déjà, pourquoi on aurait envie potentiellement de quitter la Terre? On peut se dire qu'avec l'évolution actuelle du climat, il se peut qu'un jour, peut-être dans un futur assez lointain, peut-être un siècle ou deux, bien que l'on soit obligé de quitter le vaisseau mère, de quitter la Terre, en fait, tout simplement, parce que pour un nombre de raisons, par exemple, comme la montée des eaux, ou peut-être qu'on aura réussi à entièrement détruire notre atmosphère, et que l'air ne sera plus respirable. Voilà, il y a toute une série de raisons qui pourraient nous pousser à quitter la Terre. Alors, où aller? Mercure et Vénus, ça me paraît être des planètes un peu trop hostiles, certes avec des températures qui oscillent autour de 200 degrés Celsius, ça me paraît un peu trop chaud, même si on se languit des derniers jours ensoleillés. Quant à Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, eh bien, ce sont des planètes qui sont de toute façon gazeuses et en su, elles sont trop froides pour que l'homme puisse s'y établir. Il ne reste qu'une seule planète, c'est la planète Mars. Donc pourquoi pas, bien que les températures ne sont pas extrêmement clémentes sur la planète rouge. Je crois de tête, ça doit varier entre 15 degrés et moins 80. Donc c'est pas l'idéal, mais on peut espérer peut-être y mettre une petite installation, un petit dôme autosuffisant pour que quelques humains y survivent. La distance à la Terre, entre Mars et la Terre, ça varie entre 55,7 millions de kilomètres ou 401,3 millions de kilomètres. Donc ça fait une petite trotte, si je peux me permettre. La durée du voyage est estimée aux alentours de 6 mois. 6 mois, ça fait long quand même dans un petit habitacle perdu au milieu du vide intersidéral. Mais technologiquement, c'est possible, en tout cas, de propulser un vaisseau spatial jusqu'à Mars. Le problème, c'est que ça coûte cher. Oui. Il y a plusieurs technologies que l'on pourrait mettre en œuvre pour propulser le vaisseau jusqu'à Mars. On pourrait d'abord utiliser, par exemple, la propulsion nucléaire, mais je pense que pour ça, c'est pas moi qui pense ça, ce sont des scientifiques réputés qui ont travaillé sur le sujet. En fait, il faudrait maîtriser la technique de la fusion nucléaire pour pouvoir avoir des réacteurs plus petits et plus puissants qui permettent d'envoyer des vaisseaux spatiaux jusqu'à Mars, notamment. Sinon, il y a également ce qu'on appelle la propulsion nucléaire pulsée. Alors, encore une fois, on fait appel à l'énergie nucléaire. Cette fois-ci, il s'agirait, à l'arrière de la nef, de libérer des charges nucléaires unidirectionnelles dont le souffle de l'explosion propulserait la fusée dans la bonne direction. Donc il y aurait une espèce de plaque à l'arrière de la fusée qui pousserait l'engin vers Mars, notamment. Autre technique de propulsion qui a beaucoup de succès, c'est la voile solaire. La voile solaire, en fait, il s'agit de concevoir un vaisseau spatial d'un poids assez réduit, puis on installe une voile solaire dessus, donc
une espèce d'immense structure qui s'apparente en réalité à une voile de bateau. Et en fait, ce sont les photons libérés par le Soleil qui poussent le vaisseau dans la direction de Mars, notamment. Et puis, il y a aussi le carburant traditionnel. Bon, vous connaissez toujours les limites de ce carburant. C'est qu'il faut en embarquer beaucoup et il faut déployer beaucoup d'énergie pour non seulement arracher un vaisseau spatial à l'attraction terrestre, mais en plus freiner lorsqu'on arrive sur Mars. Puis après, éventuellement, si on a envie de revenir sur Terre, il faut aussi reproduire ça, s'arracher à l'attraction de Mars, qui est plus faible que celle de la Terre, certes. Puis après, faire la même chose quand on arrive sur la planète Terre, freiner, atterrir, etc. Bon, la propulsion, techniquement, on peut le faire, mais ça coûte cher. Le problème, c'est peut-être plutôt la psychologie. En fait, quand on se dit qu'on veut envoyer des humains sur la planète Mars, ça sous-entend qu'ils doivent passer au moins 6 mois, donc 1 an dans les deux sens, donc 6 mois dans un petit vaisseau spatial qui va vers une planète où la vie sera très rude. Donc en réalité, on n'est pas en mesure de savoir quels ressorts psychologiques vont s'activer dans le cerveau de l'être humain lorsqu'il sera confronté à une telle situation. D'ailleurs, il y a des expériences qui sont menées en la matière où des cobayes courageux acceptent de s'enfermer pendant plusieurs centaines de jours dans une espèce de laboratoire équipé de façon très sommaire, un peu à l'instar d'un vaisseau spatial. Et donc ils s'enferment en Sibérie ou alors en Antarctique et ils y passent 500 jours. Et après on est censé identifier les éventuels problèmes psychologiques ou les différentes séquelles qui auraient pu résulter d'une telle expérience. Après, je n'ai jamais lu de nouvelles de résultats sur ces expériences, donc peut-être qu'ils se sont tous entretués dans la salle, je ne sais pas en tout cas, ou peut-être que j'ai mal fait mes recherches et que je n'ai pas encore eu de nouvelles en tout cas de ces expériences. Bon, en plus, après vous vous dites que vous avez fait le voyage de 500 jours pour aller sur Mars, mais en plus, imaginez, vous vous retrouvez à vivre là-bas, dans une espèce de petit dôme de verre, à manger que des aliments lyophilisés, à vivre dans une bulle hermétique qui, honnêtement, ça doit puer en plus dedans, parce qu'on recycle toujours le même air. Et voilà, en plus, il ne faut pas être claustrophobe. Bref, ça n'a pas l'air, ça fait pas rêver en tout cas d'aller vivre sur Mars, sauf quelqu'un que vous connaissez sans doute tous, Elon Musk. Et bon, il a plein de projets, Elon Musk, notamment avec son entreprise SpaceX, qui le modèle d'entreprise de SpaceX, c'est de réutiliser des lanceurs. En fait, pour envoyer un satellite ou un vaisseau spatial dans l'espace, on utilise ce qu'on appelle un lanceur. Un lanceur, c'est un engin qui va propulser justement une partie supérieure qui va pouvoir ensuite mettre des satellites en orbite ou d'autres choses, par exemple. En tout cas, ça sert à s'arracher à l'attraction terrestre, le lanceur. Et donc SpaceX, eux, ont lancé une production de lanceurs qui sont réutilisables. D'ailleurs, vous avez peut-être vu la vidéo YouTube où l'on voit un lanceur SpaceX qui, après avoir mis un satellite en orbite, et non seulement un satellite, mais également la voiture Tesla de Elon Musk. Donc après avoir mis ces satellites et cette voiture en orbite, le lanceur est revenu et a améri sur une petite plateforme dans la mer. Donc il a également un autre projet, comme le projet Hyperloop, où c'est un système, un nouveau transport en commun, où on propulse une capsule dans un tube sous vide. Donc ce serait pour relier apparemment Los Angeles à San Francisco pour l'instant. Bref, mais surtout, il a son projet Mars, où il veut envoyer des astronautes sur Mars d'ici 2020, je crois, donc l'année prochaine d'ailleurs. Et donc voilà, mais tout le monde pouvait participer au concours, mais encore une fois, je me dis, qui a vraiment envie d'aller sur Mars ? Donc voilà pour le système solaire. J'ai pas peint
un portrait très, très joli de Mars, j'imagine que ça ne donne pas trop envie d'y aller. Mais on a un autre choix, on a les exoplanètes. Pourquoi pas aller sur une exoplanète? Donc, je vais vous expliquer ce qu'est une exoplanète, au cas où vous ne le savez pas. Donc une exoplanète, c'est une planète qui orbite une autre étoile que la nôtre. Donc c'est une planète qui est hors du système solaire. Nous, on a notre Soleil, mais il y a plein d'autres étoiles avec, sans aucun doute, des planètes qui orbitent autour de ces astres. Donc la première exoplanète a été détectée le 6 octobre 1995 par Michel Mayor et Didier Queloz. Ce sont deux astronomes à l'Observatoire de Genève. Et donc en 1995, ils ont annoncé avoir trouvé une planète en orbite autour de 51 Pégasi. C'est le nom de l'étoile. Et donc cette étoile, autour de laquelle orbitait cette exoplanète, se trouvait à 51 années-lumière de la Terre. Bon, aujourd'hui, il y a 3500 exoplanètes détectées, donc elle n'est plus seule maintenant, cette planète autour de 51 Pégasi. Alors comment est-ce qu'on détecte une exoplanète, vous me direz? Parce qu'il s'agit d'observer un corps céleste minuscule, oui, car une planète c'est minuscule à l'échelle du cosmos, ça prend vraiment très peu de place. Donc en plus c'est tout petit, mais en plus ça n'émet absolument aucune lumière, enfin aucune lumière, ça émet un petit peu de lumière. En comparaison par exemple, entre la Terre et le Soleil émet 1 milliard de fois plus de lumière que la Terre. Donc voilà, c'est compliqué de détecter une exoplanète. Mais les scientifiques, qui sont des êtres humains en général très débrouillards ou débrouillardes, ont trouvé des solutions. Je vais en mentionner que deux, parce que je ne vais pas non plus vous inonder avec des méthodes dont moi-même je comprends à peine le fonctionnement. Donc il y a la méthode du poids. En fait, les lois de la gravité sont universelles et sont simplissimes. Tous les corps qui ont une masse s'attirent entre eux. Et même à notre échelle humaine, c'est le cas, même si c'est imperceptible en raison de la très faible attirance qu'il y a entre les poids qui sont à notre échelle. Toutefois, à l'échelle cosmique, on peut détecter cette attraction. Notre Soleil, par exemple, il bouge très légèrement sur son axe, principalement en raison de l'attraction gravitationnelle de Jupiter, mais également un peu celle de la Terre. Donc pour savoir si une étoile a des exoplanètes, eh bien, on regarde si notre distance à l'étoile varie. Donc pour ça, il y a une technique pour mesurer la variation de notre distance à une étoile donnée. On utilise l'effet Doppler, je ne vais pas vous expliquer en détail ce que c'est, mais en gros c'est que la longueur d'onde qui est reçue par le télescope lorsqu'il observe la planète, elle varie selon la distance. Donc si la distance varie, la longueur d'onde va un peu s'étirer ou alors se comprimer. Et pour la deuxième méthode, je vous propose qu'on revienne dans 5 minutes. Donc, reprenons.